Podcar, c'est le podcast dédié à l'art contemporain et la charte Un immeuble, une œuvre. Chaque semaine, je vous emmène dans les coulisses de ces projets et vous fais découvrir le travail des artistes, des galeristes et des acteurs engagés pour faire rayonner cette charte. Retrouvez ces projets et le travail de nos invités sur le compte Instagram de l'agence Monumentart. En décembre 2015, 13 promoteurs et foncières ont décidé de s'engager avec le ministère de la Culture et la Fédération des promoteurs immobiliers pour soutenir publiquement les artistes et la création artistique en signant la charte Un immeuble, une œuvre. En signant cette charte, ils s'engagent à acheter ou à commander des œuvres pour leurs bâtiments à des artistes vivants et signifient leur volonté de placer la création au cœur du vivre ensemble. Ce programme s'inscrit dans la politique ministérielle de soutien à la création artistique et de diffusion des arts visuels auprès du public le plus large possible. Si la commande publique, plus connue sous le nom de 1% artistique, a été impulsée de façon décisive par l'État, elle a depuis quelques décennies conquis également les acteurs du secteur privé, qui sont aujourd'hui volontaires dans le domaine de la création. Intégrant la démarche de responsabilité sociétale des entreprises, la charte Un immeuble, une œuvre invite également l'art et la culture dans le quotidien des entreprises. Aujourd'hui, plus de 350 œuvres ont été installées par plus de 50 acteurs signataires de la charte et témoignent de leur désir d'engager un échange, un partage, autour des œuvres dans des lieux de vie ou de travail. Ces œuvres peuvent être des sculptures, des fresques, des photographies, installées à l'intérieur ou à l'extérieur des constructions, et renouent le dialogue entre l'art et l'architecture. Elles témoignent également de la diversité et de la richesse de la pratique artistique française. Les artistes nous invitent à la réflexion, à la sensibilité et aux échanges, et ouvrent de nouvelles perspectives. Pour ce premier épisode, je suis heureuse d'accueillir Alexandra François-Cuxac, qui a œuvré avec le ministère de la Culture à la naissance de ce beau programme. Alexandra est la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers. Elle est également la présidente d'AFC Promotion. Je vais reprendre une de vos citations pour un ouvrage édité pour les 5 ans de la charte et qui m'a marquée. Promoteurs et artistes sont prêts à travailler ensemble, à nouer des complicités pour faire rayonner la création au bénéfice du plus grand nombre. L'objectif du programme Un immeuble, une œuvre est de diffuser largement la culture tout en embellissant les espaces de vie commune. Dans cet épisode, Alexandra nous parle de son parcours, de la charte, d'art et d'architecture. Elle en parle bien mieux que moi, alors je lui laisse la parole. Bonjour Alexandra, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Marion, merci de m'avoir invitée. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours ? Alors je crois que je suis là pour parler de mon parcours. J'ai un parcours depuis 25 ans en tant que promoteur immobilier, basé dans le Grand Sud-Ouest et en Île-de-France. C'est une société que j'ai fondée, qui comporte 35 salariés répartis sur plusieurs sites et qui a toujours eu comme leitmotiv principal l'embellissement des villes. Notre baseline s'appelle Plus belle ma ville et c'est un axe fort de notre stratégie. Comme vous le savez, je préside également la Fédération des promoteurs immobiliers depuis 2015. C'est une fonction de responsabilité qui m'ont amené à rencontrer le ministère de la Culture sur cette thématique de l'art et cette idée de la charte qu'ils avaient. C'est une démarche qui m'a immédiatement séduite parce que depuis des années, je suis avec ces promotions, comme d'autres promoteurs d'ailleurs, nous laissons une place aux artistes et à l'art dans nos résidences, volontairement, comme une démarche naturelle finalement. Et quand l'idée de la charte est arrivée et a été portée, écoutez, ça a été quelque chose de comme un cadre aujourd'hui formel et rassembleur d'une démarche qu'on faisait déjà au sein de notre groupe. Mais vous savez, l'art n'est pas une démarche étrangère aux promoteurs immobiliers, bien au contraire. Moi, je considère que le premier des arts, finalement, c'est l'architecture. Le premier des arts, c'est l'art de bâtir. Et c'est plus qu'une démarche, en réalité, c'est plus un prisme, une vision du monde, une certaine conception de la beauté. Et ce qui est finalement important là-dedans, c'est que cette recherche de l'embellissement des villes que certains recherchent pousse l'idée du beau
Et le beau, c'est vraiment une notion qui est complètement indéfinissable. Et pourtant, le beau, c'est universel. Ce programme Un immeuble neuf, c'est l'idée qu'il faut sublimer l'architecture. C'est l'idée qu'il faut, à travers la peinture, la sculpture, la photo, la calligraphie, par exemple, aussi bien d'autres, qui sont des actes de la main de l'homme, hein, comme l'est l'architecture. Mais c'est l'idée qu'on puisse faire dialoguer l'architecture et l'art. Et c'est véritablement un regard. C'est plus qu'une démarche. C'est un regard, c'est un prisme, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce prisme, il est important parce que c'est l'idée que si l'art et l'architecture dialoguent ensemble, on va mieux parvenir à humaniser les lieux d'habitat, les lieux d'activité professionnelle, les bureaux. Et humaniser les lieux, c'est important parce que pour les humaniser, il faut raconter des histoires. Il faut qu'il se passe quelque chose entre toutes les parties prenantes à l'acte de bâtir et à l'acte de concevoir un ouvrage, une œuvre. Et donc ces histoires, elles naissent quand on installe une œuvre d'art dans nos projets, dans nos programmes immobiliers, dans nos lieux de vie. Ces dialogues, ces histoires naissent parce que entre les habitants et l'artiste, par exemple, entre le promoteur et le maire ou ses services, entre l'architecte et le promoteur, entre les aménageurs, souvent, et les constructeurs, on s'aperçoit que tout un tas de petits dialogues naissent quand on fait dialoguer entre eux plusieurs formes d'art, au premier rang duquel l'architecture. C'est très important. Ce sont des actes finalement qui peuvent être parfois participatifs. J'ai en tête une anecdote dans mon groupe où on avait sollicité l'artiste Delphine Delas, l'artiste bordelaise, en lui demandant de réaliser une fresque à l'intérieur des parties communes de la résidence. Et une personne était arrivée, puis deux, puis trois, et les habitants avaient commencé ce dialogue bien avant d'habiter le lieu. Et ce dialogue participatif, ce questionnement, cette curiosité que ça peut générer entre les personnes, provoque déjà un dialogue, c'est-à-dire une relation humaine, un contact. Et c'est très important aujourd'hui de pas produire des lieux froids, de pas laisser l'architecture dialoguer toute seule. Elle n'est pas faite pour ça. C'est un moyen pour les promoteurs, mais aussi toutes les personnes qui concourent à l'acte de bâtir, de permettre aux gens de s'approprier les lieux, d'être fiers de sa résidence, d'être fiers du lieu où on vit. On avait perdu un peu cette construction de notre quotidien. Il faut savoir aussi qu'un immeuble neuf, ça ne s'attache pas, même s'il y a une dimension monumentale dont on parlera peut-être, mais ça ne s'attache pas qu'au logement d'exception, qu'aux architectures d'exception. Le dialogue entre l'art et l'architecture, il doit être quotidien. Donc, ce que l'on produit, nous, ce que l'on conçoit, que j'aime bien appeler le logement du quotidien, c'est important de créer ces micro-dialogues, ces actes participatifs. Je crois que ce qui peut réunir ces disciplines, finalement, au-delà d'être un vrai regard sur le monde, au regard des véhicules pour proposer de la beauté et d'essayer de la définir par des actes concrets, je crois que ce qui peut rassembler aussi les artistes, des architectes et donc du promoteur qui finalement anime toute cette conception, c'est l'empreinte, c'est l'exigence. Les artistes sont des personnes exigeantes. L'architecte est un homme exigeant. Quand je dis homme, c'est avec un grand H parce que vous connaissez mon militantisme pour faire émerger les femmes à la fois dans le monde de l'immobilier, mais aussi dans les prochains mois dans le monde de l'art, non pas émerger, mais accompagner. Et je crois que c'est une grande responsabilité du promoteur que de faire attention à cette empreinte qui va être laissée pour les années futures. L'art peut être éphémère. Un immeuble, une œuvre a primé, notamment des street artistes, pour avoir laissé une empreinte éphémère pendant le chantier, sur des palissades. Mais l'art peut être aussi pérenne. S'inscrire dans le temps, dans la durabilité et participer à la durabilité du projet, dans son insertion dans la ville, mais aussi dans l'interrogation qui va susciter
chez les passants, chez les habitants, je l'ai déjà dit. Au-delà du bâtiment, il y a un rapport à la ville, et l'architecte le sait bien, il y a toujours un rapport de l'insertion dans la ville. Et donc, c'est une grande responsabilité de soigner cette étape. Peut-être qu'avant un immeuble neuf, les promoteurs qui, comme AFC Promotion, mais comme bien d'autres, qui avaient déjà cette démarche, était une démarche plus instinctive, une démarche plus émotive, comme une envie, comme une intuition, mais qui n'était pas formalisée et qui méritait certainement de l'être pour pouvoir trouver ce niveau d'exigence et cette empreinte en responsabilité que nous avons les uns et les autres. Donc pour nous, c'est une chance extraordinaire d'avoir ce programme Un immeuble neuf qui canalise les envies, les énergies, les intuitions des uns et des autres, qui soutient bien sûr la création et les artistes eux-mêmes, a fortiori dans une période de crise sanitaire où tout le monde est enfermé et où on a des relations digitalisées comme aujourd'hui. Et donc, il faut bien continuer à soutenir la création artistique, à soutenir la création architecturale. Vous savez qu'aujourd'hui, la production de logements est en chute libre dans ce pays. Elle est pas suffisamment soutenue. On ne comprend pas l'importance de continuer à bâtir des lieux, des toits, des abris pour l'ensemble de nos concitoyens, parce que le pays France est dans une dynamique démographique importante. Il a à traiter des sujets de mobilité résidentielle. Je crois que c'est important de comprendre que dans un moment aussi cruel qu'aujourd'hui, la promotion immobilière, la production de logements pour les personnes, mais aussi le soutien aux artistes est une démarche absolument nécessaire qui ne se fera pas que par les acteurs eux-mêmes. La démarche du ministère de la Culture est intéressante en cela. D'abord, c'est une prise de conscience du besoin. Ensuite, c'est un formidable catalyseur. C'est aussi un niveau d'exigence pour aller chercher des artistes qui sont pas toujours des têtes d'affiche, bien au contraire, mais au contraire aller chercher la production dans les régions, aller découvrir des personnes, hommes et femmes, dont c'est le quotidien. Et eux ont déjà cette démarche d'être dans des lieux un peu perdus, un peu ruraux, attachés au terroir, attachés à leur sol. On connaît le rapport de l'art avec bien souvent la terre, avec les éléments naturels. Je pense à Mathias Kiss qui fait des ciels fantastiques et qui a un rapport à l'univers qui est absolument incroyable. Donc le message de l'art, bien évidemment, est un message universel, mais c'est aussi un autre niveau pour revenir sur terre. Et les promoteurs sont des terriens, sont des gens ancrés dans leur territoire. C'est une empreinte aussi qu'il ne faut pas négliger parce qu'elle est locale, parce qu'elle s'intéresse au territoire, parce qu'elle sort de tous les préjugés et l'idée qu'il faut avoir que des carrières à l'international incroyables pour émerger ou exister. Moi, je crois beaucoup au logement du quotidien, je crois à l'art du quotidien, mais je crois aussi en l'exigence, je crois en la transversalité des différentes formes d'art, dont l'architecture au premier rang. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la charte Un immeuble, une œuvre et quelles en sont ses origines ? Personne n'en parlerait mieux que le ministère de la Culture. Ils sont à l'origine de la création de cette charte Un immeuble, une œuvre. C'est l'idée du soutien aux artistes, c'est l'idée du rapport avec l'architecture dont je vous ai parlé. Cette charte, quand elle a émergé en 2015, c'était l'idée de créer un pont entre la création artistique et la création architecturale, la création des lieux de vie, faire rentrer l'art à l'intérieur. Et donc, le ministère a cherché des personnalités pour relayer leur programme, au premier rang desquels Laurent Dumas, patron d'Emmerich, qui est un formidable mécène dans ce pays, qui a immédiatement compris et accompagné la genèse du projet. Laurent s'est rapproché de moi en qualité de présidente de la fédération pour me demander si j'étais convaincue d'un tel projet. On se connaissait pas très bien à l'époque et il tâtonnait. Et il me dit, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que c'est une démarche que tu te sentirais soutenir et accompagner auprès des promoteurs de la Fédération des promoteurs immobiliers? Je lui ai dit, écoute, c'est un formidable défi. La facilité consistera d'abord à se rapprocher de ceux qui ont eu cette intuition avant la création de la charte, ceux qui ont cette sensibilité à l'art. Mais ensuite, le véritable défi, c'est d'aller entraîner des promoteurs dont c'était pas la première idée et qui sont formidablement en avance sur d'autres aspects de notre activité, mais qui
n'avaient pas forcément eu l'idée ou le guide ou le cadre pour participer avec nous à ce grand mouvement national. On a passé les 50 adhérents au programme Un immeuble, une œuvre, donc c'était très important, très symbolique pour nous. 26 promoteurs de la fédération aujourd'hui sont adhérents à la charte Un immeuble, une œuvre. Arthur Toscan du Plantier qui soutient considérablement ce programme, a créé un club d'un immeuble une œuvre dans lequel on peut venir chercher des informations, des guides, des tutos, des manières de faire, une formalisation, une harmonisation des pratiques aussi, parce que vous savez, dans ce pays, il y a toujours beaucoup de paperasse et beaucoup d'étapes technocratiques. Donc, les artistes ou les promoteurs sont pas forcément friands de toute cette formalisation, mais on en a besoin. On en a besoin et le club Un immeuble, une œuvre pour le programme Un immeuble, une œuvre nous aide considérablement à formaliser nos démarches, à les simplifier, à les harmoniser, à les intégrer dans nos entreprises. C'est très important parce que ce programme-là, c'est pas un dialogue entre le dirigeant et l'artiste ou le dirigeant et le ministère de la Culture. C'est un dialogue qui est une approche de responsabilité finalement sociétale. Et on le voit dans les grosses boîtes qui sont aujourd'hui membres. Je pense par exemple à Covivio, je pense à Vinci, je pense à Bouygues. Ces grandes maisons, soit qui viennent de la Fédération des foncières, soit qui viennent de la Fédération des promoteurs immobiliers, ont intégré cette approche comme une véritable démarche RSE, comme une démarche participative au sein de leur entreprise. Et les promoteurs de plus petite taille sont aujourd'hui complètement rentrés par ce prisme-là et n'ont pas eu la tentation de la confiscation par le dirigeant du projet. Bien au contraire, c'est pour nous un moyen de mettre en valeur, à la fois de mettre en valeur nos collaborateurs, ou en tout cas ceux qui s'occupent de ces démarches, et notamment, ça peut être chez nous des responsables de programme qui s'occupent d'un programme de A à Z et qui donc vont être en contact avec l'architecture, l'aménagement intérieur, l'œuvre à choisir, etc., etc. Donc, c'est pour nous un moyen d'apporter un peu de poésie aussi dans la vie quotidienne au travail. Vous voyez, ici, vous êtes dans mon entreprise, dont le siège social est à Biarritz. Le parcours que vous allez faire pour aller dans la salle de réunion ou pour aller dans le bureau d'un collaborateur est un parcours jonché d'œuvres d'art qui raconte une histoire d'un artiste tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, les œuvres changent. Et tous les 3 mois, on dialogue entre nous et on essaye de découvrir ce travail. Au-delà du travail, quelle est la démarche? Parce que la démarche d'un artiste, c'est toujours un regard sur le monde. C'est toujours un prisme particulier. Et que ce soit de la photo, que ce soit de l'art visuel, que ce soit de la peinture, que ce soit, comment dire, une manière aussi de mettre en valeur l'architecture des lieux, leur aménagement. Il y a un dialogue. Oui, il y a un dialogue. Les bureaux-galeries qu'on a fabriqués ont été faits aussi pour recevoir une œuvre ou plusieurs œuvres et pour recevoir finalement tous les acteurs qui collaborent à l'acte de bâtir. Voilà, moi je trouve que c'est un dialogue qui est enthousiasmant, qui a encore bien besoin d'être soutenu. Il ne faut pas imaginer que nous sommes, ça y est, complètement installés dans cette approche qui semble évidente pour tout le monde. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail de sourcing, de montée en compétence aussi pour les acteurs que nous sommes et qui ne sommes pas des spécialistes de l'art. Moi, j'ai été évidemment dans une approche où j'ai dû beaucoup me documenter, où il faut être curieux. On a l'instinct, on a l'intuition, mais ensuite il faut aussi avoir l'exigence et savoir de quoi on parle. Donc ça permet d'ajouter une approche peut-être plus humaine, un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire les uns et les autres au quotidien. Quelles sont les valeurs que l'on cherche à défendre à travers la signature de cette charte? Bon, je crois que tous les acteurs, artistes, galeristes, architectes, promoteurs, vous diront que l'art est une valeur en elle-même, c'est un regard. Bien sûr, il y a de la fraternité, bien sûr, il y a de la bienveillance, bien sûr, il y a, j'allais dire, cet abattement des frontières, quelles qu'elles soient, l'abattement des préjugés. Bien sûr, il y a la modestie, parce que je crois que l'art inspire toujours à beaucoup d'humilité, parce qu'elle dévoile une vision du monde qu'on n'avait pas évidemment forcément encore trouvée ou imaginée.
Et donc, ces valeurs-là, me semble-t-il, sont importantes. Et ce qui est important, c'est aussi ce que l'on recherche à travers ça. Donc, je crois que la poésie doit jamais déserter cette approche, même quand le regard est parfois très dur, très intransigeant sur notre société, même si les messages sont toujours présents. Parfois, juste l'acte poétique, juste le beau, indéfinissable, simplement savoir créer de l'émotion, c'est aussi pour moi une démarche qui vaut tous les messages du monde. Je connais votre intérêt pour l'art. Pourquoi est-il si important, selon vous, d'incorporer l'art dans nos espaces de vie, dans notre vie quotidienne ? Vous savez, les expériences que l'on a pu avoir quand on est promoteur et qu'on démarche de s'adonner à une approche artistique comme celle-là, c'est d'abord de concevoir un écrin. Vous êtes absolument obligé de concevoir un écrin pour que l'œuvre soit bichonnée, protégée, sécurisée, mise en valeur. Et ça, c'est directement connecté à notre savoir-faire. Qu'elle soit dans un jardin qui doit évidemment ressembler à quelque chose, ou alors c'est un terrain vague et il y a un message, mais en général il faut soigner ce réceptacle, cet écrin, que ce soit dans un hall d'entrée qui devra évidemment s'être posé la question de l'accueil de cette œuvre et des personnes qui vont tourner autour de cette œuvre, qui vont y être confrontées tous les jours, tous les matins, plusieurs fois par jour quand on rentre chez soi. Il y a donc une responsabilité forte. C'est pour ça d'ailleurs que certains promoteurs envisagent de choisir parfois l'artiste avec les gens qui habiteront dans le futur bâtiment. C'est beaucoup le cas dans l'immobilier de bureau. Dans l'habitat résidentiel, on fait donc attention à cette approche. Je pense qu'il est important de ne pas violenter, bien sûr, il est important de ne pas heurter. Il faut aussi comprendre qu'on s'adresse à des populations très différentes en termes d'âge notamment, et que les enfants sont aussi des petits êtres porteurs d'un regard à leur niveau. D'abord à leur niveau au sens physique, c'est-à-dire qu'ils sont petits par définition, et donc ils vont voir souvent un projet en perspective. Et donc je pense qu'il est important de savoir aussi que ces petits êtres vont être marqués certainement assez fortement pour avoir vu une œuvre tous les jours quand il rentrait chez lui de l'école. Bien sûr, nos anciens. Donc il est important de ne pas heurter, il est important de développer un imaginaire, il est important de développer un sentiment de fierté, d'appartenance. Souvent, on dit, dans les immeubles des années 70, on faisait des halls d'entrée formidables, très chiadés, avec des matériaux nobles, avec des espaces beaucoup plus grands, très grands. C'est vrai que c'était une empreinte de cette architecture des années 70 qui a laissé par ailleurs des stigmates beaucoup plus violents en termes de forme urbaine, bien sûr. Mais en tout cas, on ne peut pas enlever à cette époque l'art d'avoir su marier la matière, l'architecture intérieure, ces halls d'entrée monumentaux bien souvent, exemplaires, souvent confiés à des grands architectes d'intérieur, avec une approche artistique quasi systématique. Et cette époque-là, quand j'en entends parler les uns et les autres, j'ai comme l'impression d'une certaine nostalgie et d'un certain appauvrissement de nos halls. Et c'est vrai, je pense qu'on a vécu une période où l'acte architectural, la forme urbaine, le projet, l'esthétique du projet aussi, ont vraiment pris le pas sur l'aménagement intérieur et la conception intérieure des parties communes d'un projet. Et c'est très bien pour la forme urbaine en question ou pour le geste ou l'acte architectural. C'est moins bien en ce qui concerne nos halls d'entrée. Je crois que ce projet d'un immeuble, une œuvre, va remettre sur le devant de la scène cette nécessité d'avoir des lieux communs, si je peux jouer sur les mots, qui reçoivent beaucoup d'attention, à la fois des architectes, à la fois des promoteurs, à la fois des artistes, à la fois des décorateurs, à la fois des entreprises du bâtiment qui travaillent avec nous au quotidien. Il faut savoir que sur chaque bâtiment, il y a toujours une trentaine de corps d'État qui viennent travailler. On sait que dans notre métier, beaucoup d'artisans sont présents, beaucoup de petites entreprises. Et moi, je pense à eux quand on leur demande de chiader le hall d'entrée, de chiader le détail, de faire attention à leur mise en œuvre. Donc oui, il faut de l'argent pour faire un beau hall d'entrée parce que les matériaux, ça coûte. Mais il faut aussi et surtout avoir envie de le faire, avoir le soin pour le faire. Et quand on n'a pas le goût pour le faire, il faut le faire faire. Et ça, c'est le rôle du promoteur immobilier que de s'entourer d'un grand nombre de gens qui, par leur spécialité, par leur prisme, par leur savoir-faire et leur expertise, vont collaborer
à la création d'un bâtiment qui soit la fierté de tous ceux qui auront mis un peu de leur âme. Combien de signataires sont actuellement réunis autour de cette charte et combien de réalisations artistiques ont vu le jour depuis 2015 ? Aujourd'hui, c'est près de 371 œuvres qui ont été installées dans le cadre du programme Un immeuble, une œuvre. Ce sont 283 artistes représentés. On voit bien d'ailleurs que les mêmes artistes peuvent faire plusieurs projets à la fois ou à la suite. Ce sont près de 286 programmes immobiliers qui ont, dans le cadre de la charte, reçu une œuvre d'art. On voit bien que c'est un chiffre qui est très important, mais c'est un chiffre qui évolue tous les jours. Et évidemment, pour qu'il soit intégré dans ce comptage, le porteur du projet, le promoteur, la foncière doit se référencer auprès du club, auprès du ministère de la Culture dans un premier temps, pour se faire connaître et pour se faire enregistrer en tant que signataire. Pouvez-vous nous parler des projets emblématiques qui vous ont le plus marqué, réalisés dans le cadre de la charte Un immeuble, une œuvre ? Les œuvres qui m'ont plus marqué, alors ça je vais rester sur le plan générique bien sûr pour pas citer les uns et manquer de citer les autres. J'ai été assez marquée par le lien que certains artistes ont fait avec le chantier d'un projet de construction, d'un projet architectural, et cette mise en valeur que certains artistes font de l'acte de bâtir avant que le projet soit terminé. C'est intéressant, bien sûr, beaucoup de street artistes, mais aussi des photographes qui ont donné un lien très humain à ce que peut être un chantier, c'est-à-dire quelque chose qui fait du bruit, qui perturbe le quartier, qui gêne. Et j'ai beaucoup apprécié la démarche de certains artistes d'avoir le courage de mettre en valeur cette phase-là du projet, qui est une phase ingrate, difficile, mais dans laquelle on oublie trop souvent que des ouvriers du bâtiment travaillent, que des maîtres d'œuvre travaillent, que toutes les personnes qui participent à la construction travaillent et qui sont soit parfois dans l'ombre, soit une fois que le projet est livré à ses habitants, évidemment leur travail est terminé. Et mettre, grâce à l'art, grâce à une approche artistique, quelle qu'elle soit, cette phase-là du projet, j'ai trouvé très intéressant. J'ai eu aussi pas mal d'émotions sur des choses très délicates. Des choses très délicates, elles approchent des œuvres qui étaient très fines, subtiles. Et un immeuble est souvent un immeuble en béton ou en bois, il est quand même bien souvent évidemment à une échelle qui n'est pas l'échelle de l'œuvre d'art. Et donc cette question des échelles qui est très importante en architecture et que nous, les promoteurs, nous vivons au quotidien, elle n'est pas évidente à régler avec des petites œuvres. Et bien souvent tout le monde est tenté par le monumentalisme, par des œuvres qui doivent rivaliser avec la taille ou l'échelle du bâtiment. Et j'ai été très touchée de voir qu'un certain nombre d'artistes et un certain nombre de promoteurs avaient une approche commune qui était celle du soin, de la finition, de la poésie, de la délicatesse, de ce moment passé. Vous savez, une entrée, c'est par définition un sas. C'est un sas entre le dehors et le dedans, entre le collectif et l'intime. Et dans ce sas, entre la rue et son chez-soi, il y a ces lieux communs qui, bien souvent, sont les lieux qu'on choisit pour installer une œuvre d'art. Et rentrer dans un lieu où une œuvre procure de la poésie, une petite échelle, une petite dimension, beaucoup de finesse, avec des matériaux parfois un peu fragiles, j'ai trouvé que c'était une approche courageuse, qui demandait beaucoup de sensibilité, vraiment l'étude de cette problématique des échelles. Et donc ça, voilà, si j'avais 2 exemples à donner, ce serait cela. Comment la charte pourrait évoluer dans les années à venir selon vous ? Est-ce que cette charte pourrait être un levier pour la représentation des artistes femmes ? Alors l'évolution de la charte, bien évidemment, elle appartient à l'origine à ce que le ministère de la Culture voudra en faire. Mais nous, évidemment, notre travail consiste à chercher toujours plus de simplification pour les opérateurs que nous sommes, parce qu'il faut enlever toute tentative de complexité. Donc, il faut que la démarche soit simple, qu'elle soit rigoureuse mais simple, qu'elle soit claire, lisible, pour permettre son déploiement et l'accélération de son déploiement dans les territoires.
Et je crois qu'elle doit être exemplaire. Donc pour être exemplaire, il faut donner à voir. Le projet de prix Un immeuble, une œuvre a été prévu dans cette optique pour donner à voir des choses très différentes, de l'exemplarité. D'ailleurs, à travers ce prix, il y a une approche que l'on essaye d'avoir qui est une approche de mixité. On essaye d'avoir de l'équité entre les artistes femmes et les artistes hommes. On sait comment ces femmes artistes du 19e siècle ont eu tellement de difficultés à émerger jusqu'au début du 20e. Je pense à Camille Claudel, mais je pense aussi à Frida Kahlo dans un autre genre. Je pense aussi, je suis à Biarritz, je peux pas m'empêcher de penser à Coco Chanel. Ces femmes qui ont eu vraiment un rapport à l'art qui était pas vindicatif, mais en tout cas qui était quand même combatif. Et que derrière ça, il y avait l'idée aussi que la femme soit entendue, que sa démarche soit respectée, et qu'elle puisse évoluer en étant considérée comme l'égale des hommes artistes. Et ça a été un combat pour ces femmes, on l'oublie trop souvent, ça a été un combat chacune dans leur art. Et puis ensuite, évidemment, sont arrivées beaucoup de femmes qui ont eu cette voie plus facilitée grâce à des artistes comme celles que j'ai citées. Et donc aujourd'hui, on compte un grand nombre de femmes artistes. Est-ce qu'elles ont plus de mal pour se faire entendre que les hommes? Je ne le pense pas, mais il faudrait vraiment leur poser la question. J'ai pas ce sentiment. En tout cas, moi, je sais que dans mon approche chez AFC Promotion, dans l'avenir, dans ce qu'on va vouloir faire, il va y avoir soutien à la création aussi féminine. Pas par principe, pas par féminisme, par souhait de laisser une place à chacune des approches. Et l'approche développée par une femme n'est pas celle développée par un homme, tout simplement à cause de sa sensibilité, son prisme, cette diversité des regards, elle est importante. Donc, évidemment que les partenaires de la charte et les fondateurs de la charte sont sensibles à la Fédération des promoteurs. Quand le ministère de la Culture est venu pour nous demander d'accompagner, on avait tout de suite, j'ai eu cette réaction. Vous savez que j'ai été la première femme présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers. Évidemment que pour moi, c'est une fierté. Bien sûr, je serais faussement modeste de vous dire le contraire, mais ça sert à rien si c'est un coup d'éclat et que ça retombe. Il faut que ce soit la voie ouverte aux femmes pour plus de facilité, plus d'écoute, plus de diversité. Tout ça, c'est évidemment tellement permanent dans notre société que je m'empêcherai jamais de regarder tout ça d'un œil bienveillant et d'essayer de faire tout ce qui est à mon possible pour laisser une place de choix que méritent les femmes. Pouvez-vous nous parler de votre engagement artistique et de vos motivations avec AFC Promotion ? Comment sélectionnez-vous les artistes ? Dans mon entreprise, AFC Promotion, le sourcing de l'artiste est d'abord un acte partagé au sein de l'entreprise. Ma responsable marketing communication, mon équipe locale, le responsable du programme, l'architecte. Il y a une approche que je souhaite transversale et aussi partant du principe que pour adhérer à un projet, il faut être plusieurs et pour que cette approche soit riche, il faut la confronter au regard des autres. Donc ça me paraît être important, c'est ce que nous mettons en pratique. Soit nous le faisons au gré de nos rencontres, dans des galeries, dans des recherches personnelles, dans des lectures. Soit parfois, on a des artistes qui viennent à nous et qui viennent se présenter et on regarde leur travail. Et ensuite, on a aussi parfois des conseillers en art qui nous approchent et qui peuvent faciliter ce travail de sourcing qui peut s'avérer chronophage, délicat. Voilà, donc les art advisors ont aussi un rôle à jouer dans cette compréhension de la démarche du promoteur qui est souvent singulière et qui lui est propre. Donc nous, on a cette approche-là. Je dirais que la toute première recherche que nous faisons, c'est d'essayer de comprendre, en fonction de l'architecture du bâtiment, du lieu qu'il le reçoit, quel est le type d'art qui va être le plus en lumière et le plus en dialogue avec l'architecture. On n'est pas dans une approche décorative, comme on a pu parfois l'entendre ou le croire. Nous ne sommes pas dans des approches décoratives. Nous sommes dans un dialogue qu'il faut réussir à créer le mieux possible. Ici, ça va être de la sculpture. Là, ça va être travailler avec un angle du projet, et donc ça pourrait être des trompe-l'œil, ça peut être des fresques. Il faut que ce soit toujours intégré, évidemment, mais il faut surtout que ça se parle. Moi, je recherche toujours le dialogue entre l'œuvre et le bâtiment, parce que celui-là, il va rester pour 50 ans et plus. Et nous, on en est le passe-muraille. Il faut qu'on puisse transmettre cet ouvrage aux gens qui vont l'habiter, qui l'ont acheté, à qui il appartient désormais. Je crois que c'est ça. Je cherche aussi le rêve.
Je cherche la beauté, puisque c'est le prisme d'AFC Promotion, Plus belle ma ville. Oui, on a un rapport au beau à l'intérieur de l'entreprise qui donne souvent entre nous à beaucoup de débats et d'échanges. Merci beaucoup Alexandra. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à lui mettre un avis 5 étoiles ou le commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et à tout de suite sur le compte Instagram de l'agence Monumentard.